Alors l'agriculture, on est les champions des règles. Alors là, toutes les médailles, vous les avez, car on dit, quand on est juriste en droit rural, qu'on est dans une compétence transversale. Bien sûr, on connaît les règles du droit rural, mais le droit agricole balaye énormément de choses. Alors il y a les règles supranationales, toutes celles qui ont trait à l'Europe, et là on soulève un vrai problème de notre temps, c'est qu'il y a une commission européenne dont le rôle est essentiellement de produire à un haut débit, hein, comme l'Internet, des textes tout le temps et sur tous les domaines, et particulièrement dans le domaine agricole, qui sont des textes administratifs. La loi est élaborée par un gouvernement, mais amendée et votée par les représentants du peuple. Un texte administratif est élaboré, pensé, écrit par une autorité administrative. Ça, c'est une distinction essentielle. Vous devez partir de cette salle en ayant ça en tête. Évidemment, l'inflation des textes que l'on peut dénoncer, elle ne vient pas de la loi, parce que même s'il y a beaucoup de lois en France, notre Assemblée ne vote pas tout le temps des lois, mais elle vient des textes administratifs, des décrets du ministère de l'Agriculture, des circulaires, etc. Donc on est sur une surabondance de normes, puisqu'il y a des gens qui sont payés pour le faire. Donc évidemment, ils font leur travail. Donc ils en font tous les jours. L'agriculteur, il connaît le droit civil, il connaît le droit du travail, parce que ça c'est quand même aussi une révolution du monde agricole. Auparavant, il n'y avait pas de contrat de travail en agriculture, c'était une famille qui travaillait. Donc maintenant, on a un droit du travail, des relations sociales en agriculture, avec toute une problématique. Il y a le droit rural qui est le droit du fermage, grande innovation, grande révolution de l'après-guerre de 1945, à peine les bombes s'étant tues d'un gouvernement communiste, qui comprennent. Il y a maintenant le droit de l'environnement qui devient de plus en plus omniprésent dans notre paysage. Il y a le droit fiscal, puisque l'agriculture, pour une part, est devenue une agriculture d'entreprise avec des règles, soit les mêmes que les entreprises du secteur marchand, soit des règles propres à l'agriculture, sans compter des règles locales qui ont une application pratique. Dans chaque département, il y a une convention collective régissant les rapports entre les salariés de l'agriculture et les entreprises agricoles. Et il y a un document très important que les éleveurs connaissent, c'est le règlement sanitaire départemental, hein, qui veut dire par exemple quand on ne peut pas implanter un bâtiment d'élevage à plus ou moins de 30 mètres d'un bâtiment d'habitation, et plein de choses comme ça. Le règlement de la dispersion des effluents, et bon. Mais des choses concrètes qui vont très très loin dans l'organisation de la vie d'une exploitation agricole. Parce qu'évidemment, si on ne respecte pas le règlement sanitaire départemental, un éleveur qui voudrait construire un bâtiment d'élevage se verrait inévitablement, ne verrait son dossier de permis de construire complètement arrêté. Au-dessus, l'Europe et sa nébuleuse de textes, le socle du droit français, du droit légal, droit civil, droit du travail, etc. Et toute la pléthore de règles qui sont issues des ministères. Donc, le ministère de l'Agriculture, le ministère des tutelles de l'Agriculture, c'est le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Action sanitaire et sociale. J'ose à peine évoquer qu'il y a un ministère de l'Environnement. Alors, mais je n'en parlerai pas parce que je sais que c'est très compliqué. Le beau-père de mon fils y travaille et c'est plus que compliqué. Hein, voilà. Et avec une ministre qui ne comprend absolument rien à l'environnement, pour tout vous dire. Et quand c'est subordonné, il lui fait un rapport, on se demande vraiment s'il a un entendu et deux compris. Bon, voilà. On a fait subitement des agriculteurs des hommes de dossier. Ils n'arrêtent pas de remplir des dossiers.
incroyable. Et ces dossiers, on met beaucoup de temps à les préparer, il faut beaucoup de pièces justificatives, il faut les adresser aux personnes de la DDT maintenant, parce qu'il n'y a plus de direction départementale de l'agriculture, etc. Bon. Et on est face à ces administrations de tutelle et face à des personnes qui, il faut le dire, sont souvent très empreints de ce qu'ils doivent être le bras armé de l'État et faire respecter les règlements et montrer aux gens que les règlements doivent être là pour être suivis. Bon. On a toutes sortes d'interlocuteurs, hein, vous savez, quand on est face à des gens de l'administration. Vous pouvez avoir, et c'est dans certains cas, des gens qui ont tendance, plus ou moins ouvertement, plus ou moins insidieusement, à abuser d'un pouvoir. Parce que le pouvoir, ils l'ont. Quand on vous refuse une autorisation, quand on va fermer votre établissement, quand on veut vous dire que votre établissement d'élevage n'est plus aux normes, on a un énorme pouvoir. Dominique partageait ce problème d'abattage de poules. Le pouvoir, il est énorme. Aux mains d'administratifs, pas des juges. Pour moi, la distinction est colossale. Aux mains d'administratifs, il y a beaucoup de pouvoir. Alors, il y a des gens qui ont des abus de pouvoir. Ça, c'est une évidence. Alors, la petite clé que peut vous donner l'avocat, c'est que là, c'est assez rare en pratique, hein, c'est que là, il ne faut pas tergiverser. Il faut faire immédiatement un courrier circonstancié, quitte à vous faire aider en expliquant pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Un petit Fioretti, ces gens-là n'ont pas toujours l'habitude qu'il y ait des résistances. Mais dès lors que vous montrez un peu de résistance, il faut savoir le montrer et montrer aussi que vous savez écrire et exprimer, argumenter sur vos moyens. Bon, ça peut marcher, comme ne pas marcher. Si ça ne marche pas, eh bien, il faut un peu connaître le fonctionnement de l'administration. L'administration française est très hiérarchisée. Il faut aller immédiatement à l'échelon supérieur et écrire une magnifique lettre recommandée au directeur départemental, qui, normalement, s'il fait son boulot, va convoquer son subordonné en disant « Là, il y a M. Dupont là, qui n'est pas content, expliquez-vous. » Et on peut peut-être espérer faire un peu contrepoids en sachant qu'il peut y avoir éventuellement une remontée de bretelles. Bon, c'est finalement rare en pratique, mais je dirais qu'il faut avoir un peu ça à l'idée, il ne faut pas avoir peur d'écrire. Si vous voulez, un peu comme un vieux général, il faut toujours prendre les armes de l'adversaire. Hein. L'administration, elle adore écrire, elle est payée pour ça. Quand vous recevez une lettre d'administration, vous recevez 2 pages avec le rappel du texte, le rappel du recours, bon. Ben, c'est pareil, il faut prendre les armes de l'administration. Et écrire une belle lettre, avec le rappel des lettres de droit, avec le rappel de la jurisprudence, en disant « Oh là là, il a pris un avocat, ça ne va peut-être pas se passer aussi bien que ça. » Bon, c'est encore un peu épiphénomène, l'épiphénomène. Plus sagement, il me semble qu'il y a, au niveau de la méthode, d'autres façons de faire. Quand c'est difficile, sans trop. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a l'abus de pouvoir, c'est la situation de crise. Il y a la situation difficile, on a un dossier qui est un peu difficile à passer, et il faut essayer de se faire comprendre et de voir si on peut y arriver. Bon. Alors, l'avocat est un peu mal placé pour parler de ça, parce que souvent, et j'en suis bien conscient, on est dans un domaine technique. Je pense à l'élevage, notamment. Bon, là, on est dans des domaines où il s'agit d'analyse biologique, d'analyse parfois chimique, il s'agit de règles pointues, etc. Que faire? Et ce sera un peu mon fil rouge de mon propos, surtout s'entourer immédiatement de quelqu'un qui sait et qui a le même niveau de savoir à peu près que cette personne de l'administration avec qui vous avez affaire. Parce qu'il faut, là encore, pardonnez-moi de prendre une image militaire, il faut lutter, si possible, à armes égales. Donc, bon, il y a un problème biologique, de composition du lait, etc., un peu pointu, bon, à ce moment-là, il
vous faites appel à quelqu'un qui connaît, qui a les armes, qui sait peser la difficulté et qui va peut-être, en étant ainsi compétent, en sachant, se présenter à la personne de l'administration en disant oui, oui, effectivement, il y a un problème, mais vous, peut-être que vous le présentez de façon un peu plus grave que ce n'allait en réalité, en toute objectivité. Alors l'administrateur va dire, bon, peut-être que... Voilà, il faut essayer, je dirais, d'avoir une attitude intelligente pour lui retoquer sur ses propres positions. Donc, se faire accompagner de quelqu'un qui sait et qui est un technicien. Alors, le monde agricole a des techniciens. Il y a des gens de la Chambre d'agriculture, il y a autour de l'agriculture beaucoup de gens, soit du monde professionnel agricole, soit de laboratoires indépendants, qui peuvent intervenir dans ce genre de choses. L'agriculture ne manque pas d'être entourée. Donc, je mettrai dans ce genre de difficulté le technicien plutôt en avant. Si c'est vraiment difficile, faire intervenir un juriste ou un avocat, je vous le dis très franchement, ça peut être à double tranchant. Soit effectivement, et c'est ce que parfois pensent les gens, ça peut peut-être infléchir l'homme de l'administration en disant ils ont pris un avocat, bon peut-être qu'il faut que je revoie ma copie. Ça c'est ce qu'on pourrait penser dans un premier niveau, mais dans un deuxième niveau, ma crainte c'est aussi de braquer votre interlocuteur d'administration qui est de toute façon il va saisir le tribunal administratif, il a un avocat, il va saisir le tribunal administratif, le dossier va partir au contentieux, et moi de toute façon je suis tranquille, j'aurai plus à gérer le dossier parce qu'il va partir au service contentieux du ministère. Donc je suis tranquille, ouf, je me suis débarrassé de M. Dupont qui était gênant, qui n'était pas d'accord avec mon contrôle, etc. Donc vous voyez, c'est à double tranchant. Il faut beaucoup de subtilité, il faut beaucoup d'intelligence, et je suis de ceux qui pensent que le chrétien, animé par l'Esprit Saint, je m'en suis un peu dit, peut avoir un peu plus d'intelligence grâce à cela. Une salle de découpe qu'on voulait faire. Et c'est pareil, si on va avoir des subventions, il faut monter tout un dossier. Il faut faire des analyses d'eau, il faut faire un tas de choses. Je vais faire très court. Hein. Mais donc nous, on a fait tout l'inverse. On a fait nos petits labos, on connaissait toutes les règles. Donc on a une obligation de moyens, mais pas de résultat. Non, une obligation de résultat, mais pas de moyens. C'est le changement avec la loi européenne par rapport à la loi française avant. Donc peu importe comment on fait, pourvu que quand il y a des analyses qui sont faites, on soit indemne de bactéries. Et en fait, vu qu'on n'avait pas trop de moyens, on a fait petit à petit, et une fois qu'on était en règle, on a dit à l'administration, c'est bon, on a une salle de découpe. Ça faisait 2 ans qu'on... Mais oui, mais sinon on n'aurait rien fait. Et puis l'administration a des TPP, quand ils sont venus, ils sont revenus comme des horloges remontées à bloc, ils étaient à 2 comme des flics, là ils ont regardé sur le plafond, puis ils se sont calmés tout doucement. Puis ils nous ont dit, mais si vous nous avez demandé l'autorisation avant de monter un dossier, on ne l'aurait jamais accordé, parce que vous n'êtes pas raccordé au réseau communal, uniquement pour ça. Puis finalement, elle a dit, mais oui, mais il y a des chèvreries dans les montagnes, de toute manière, il n'y a pas d'eau communale traitée, donc il y a des dérogations. Et vous allez voir d'abord comme ça, vous dites, non, c'est même pas la peine de commencer. Donc il y a plein d'initiatives, en fait, qui sont coupées, mais il ne faut pas avoir peur. Voilà. C'est très intéressant et très typique des problèmes que l'on peut rencontrer donc, face à, notamment aux communes, hein, qui peuvent s'arroger des droits illégaux en disant de toute façon on est la commune donc on a des droits face à la propriété privée, et les problèmes de salles d'élevage et de salles de transformation aussi. Là c'est une très belle... Donc vous voyez, avec beaucoup de subtilité, on peut peut-être arriver à des résultats qu'on estime pas possibles au départ. Oui. Oui, il me semble que votre exposé repose sur un postulat comme quoi la justice est juste. Pour ma part, je n'y crois pas du tout. J'en ai des exemples très précis. Et donc, à partir du moment où on ne croit plus en la justice de son pays, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est très bien, parce que vous mettez infiniment mal à l'aise l'avocat que je suis. L'institution judiciaire, c'est aussi un peu ma vie. Je comprends très très bien que personne
que vous puissiez ne pas y croire, parce que la justice, elle est humaine, elle est faillible, elle ne comprend pas toujours la vie des gens. Elle est maçonnique. Alors, exact. Elle est idéologique. Elle n'est pas au service de, et c'est vrai qu'elle est... service d'elle-même. Voilà. Bon. C'est ça le problème. Cela étant, pour un praticien comme moi qui vit dans un petit pays, en province, en Ardèche, bon, l'Ardèche c'est quelque chose, hein, si jamais je vous parle de l'Ardèche, j'en ai pour toute une soirée. Donc on est dans un pays de résistance, hein, les Ardéchois, attention. Hein. Dans un pays où les gens sont très indépendants d'esprit. Hein. Les gens de l'administration ont beaucoup de mal à ouvrir les cours des fermes. Hein. Donc, et si vous voulez, en revanche, les gens qui viennent... Moi, je n'ai pas cette expérience-là dans mon ressort, hein, puisqu'un avocat s'est inscrit à un tribunal de grande instance. Moi, je suis au tribunal de grande instance de Privas, donc on n'était peut-être pas tous Privas, mais bon. Oh non, on n'a pas les mêmes hommes, parce que ceux qui sont... Les mutations des magistrats, sachez-le, sont faites sous le volontariat. Un magistrat qui est, à part la première nomination, qui est selon leur rang de sortie à l'École nationale de la magistrature, où ils ont un peu comme les officiers le choix des places en fonction de leur rang, hein, vous voyez le système. Ceux qui ont des enfants, qui ont fait des concours administratifs, c'est toujours un peu la même chose. Une fois, à part leur première affectation de tout jeune magistrat, après, ils choisissent, ils ont des souhaits. Ils ne sont pas comme beaucoup de gens d'administration qui peuvent, qui sont changés tous les 2, 3 ans, etc. À la limite, un magistrat pourrait faire toute sa carrière au même endroit. La seule chose à laquelle il s'expose, c'est qu'il a un avancement différent en termes de rémunération. Mais à la limite, s'il sent, pardonnez-moi l'expression, contre-fiche, eh bien, il peut rester au même endroit tout le temps. Ce qui fait que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a quand même des magistrats qui sont là où ils sont par inclination. Et nous, en Ardèche, ce que je peux témoigner, c'est qu'on a des gens qui aiment le pays, qui aiment ce côté rural, ces gens simples, ces gens frustres, ces gens de tous les bords, parce que l'Ardèche est aussi très peuplée de gens qui viennent de partout, et qui finalement se plaisent dans une petite juridiction, et qui sont peut-être moins maçonniques que les autres, moins idéologues que l'autre, et qui, au contraire, me paraissent avoir quand même une vraie conscience de ce qu'ils font. Et c'est pas toujours facile. Alors oui, je comprends que la justice n'a pas toujours la solution à tout, elle peut l'être quand même, mais on ne peut pas non plus considérer que tous les magistrats sont à mettre dans le même sac. Vous avez des gens qui sont quand même sérieux et qui de toute façon auront pris vos intérêts avec beaucoup de conscience. Vous savez, moi, quand la fameuse histoire du mur des cons, hein, moi, quand j'ai vu ça dans la presse, je n'avais pas l'impression qu'on parlait des mêmes magistrats. Hein. Vous savez, ça fait 30 ans que je travaille, donc je connais moi, les magistrats. Et mon cabinet à Privas est juste à côté du palais de justice. Donc j'ai juste un porche à franchir. Quand je vais porter un papier, un dossier, etc., je les croise, à Maître Martel. Alors maintenant, on papote toujours un petit peu, parce que les gens de justice ont toujours des histoires à se raconter. Bon, ce sont des gens qui, souvent, ont une assez bonne idée de ce qu'ils font et travaillent leur dossier, savent que dans certaines fois, les enjeux sont très importants. Je pense notamment au droit de la famille, où ils sont en proie à des blessures très fortes des couples séparés. Et malheureusement, c'est un fait de notre société. Donc voilà. Il y a certainement des magistrats qui ont le profil dont on parle, des idéologues, des gens très ancrés dans certaines idées politiques, très maçonniques. Ça, évidemment, j'en suis parfaitement conscient. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et je pense même, je le disais en off à quelqu'un qui m'en parlait, je pense que le syndicat de la magistrature est un très mauvais vecteur de ce qu'ils représentent à l'extérieur plutôt qu'un bon vecteur de représentation. Je pense que c'est normal qu'ils soient représentés par un syndicat, comme toute profession, mais ils les représentent très mal. Et les gens qui les représentent sont des grands théocrates qui ne sont pas du tout au fait de ce que fait un magistrat lambda qui est sur le terrain, qui lui a 300 dossiers, 300 jugements à rendre par an,
hein, qui parfois qui tape lui-même ses jugements. Hein, vous savez, c'est fini, là, ils n'ont plus de greffier pour taper. Les jugements, ils tapent lui-même comme nous sur un micro-ordinateur. Hein. Bon, voilà, c'est des gens qui regardent, qui parfois même nous appellent dans les délibérés en disant « Maître Martel, là, votre dossier, il y a un genre de problème, qu'est-ce que vous pouvez me dire de ça ?» Écoutez, monsieur le président, je vous dis ça. Voilà, après, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie réalité de la justice, quand même. Voilà. Bon, évidemment, je suis bien conscient de ce que les gens disent. La justice, elle est faite pour elle-même. Je ne sais pas quelqu'un qui l'a dit, mais c'est vrai aussi. On a notre langage, etc. Enfin, bon, on s'éloigne peut-être du sujet. Alors, la justice, alors, quand même, un petit mot quand même dire, la justice, elle a toujours empreinte de sympathie pour les agriculteurs. Quand même. Parce que quelque part, il y a cet esprit bucolique, c'est des gens qui savent vivre, etc. Et quand on plaide pour un agriculteur, on a toujours une oreille un petit peu sympathique, croyez-le, voilà. Alors qu'il y a des gens qui pourraient penser que, ah, mais c'est un agriculteur, bon, je ne veux pas en parler. Non, moi j'ai beaucoup plaidé pour les agriculteurs, ça ne doit pas vous surprendre, et j'ai toujours senti que justement, ça plaisait, voilà, on parlait de problèmes divers et variés. Est-ce qu'il y a peut-être une autre intervention? S'il vous plaît. Oui. Ce que je voulais dire, pour répondre au monsieur tout à l'heure qui a fait une intervention, c'est que dans le magma des textes, des réglementations, il y en a toujours un qu'on peut sortir et qui va nous permettre de nous défendre. Et c'est là, il faut savoir utiliser l'arme juridique et ne pas hésiter à faire appel à un avocat, même si ça... Vous voyez, je vais dans votre sens. Mais merci. Quand ça, pour des personnes où ça constitue une dépense importante, il y a toujours une assurance de protection juridique, ou quand ça ne suffit pas, à ce moment-là, d'organiser une espèce de solidarité entre les gens qui vont porter leur défense, parce que ça va servir à tout le monde. Et dans ces conditions-là, il peut être organisé, je pense, ça peut être par le biais de Terre et Famille, une souscription, une demande de solidarité. Oui, alors, ce que votre remarque me suscite, c'est que je pense que quand on a un sentiment de justice, il ne faut pas s'y résigner. Ça, c'est une certitude, il ne faut pas avoir peur de faire un recours. Et effectivement, pour soi-même, mais aussi pour la profession que l'on représente. Hein, parce que c'est pas parce qu'on est agriculteur qu'il faut qu'on se fasse laminer par les pouvoirs publics, par les autres. Hein. C'est, si vous voulez, quelque chose que je conçois moi comme très important, c'est que les agriculteurs aient la tête haute et qu'ils soient fiers de leur métier et pas l'impression d'être une sous-classe de la société. Non, non. Hein, il faut vraiment avoir les mêmes moyens que les autres, etc. Voilà, ça c'est très important, effectivement. Alors maintenant, il y a effectivement, sur le plan des frais de justice, dans beaucoup de cas, la protection juridique paye une bonne partie des frais, ce qui est une aide quand même. Hein, c'est notamment dans les dossiers pointus où il y a une expertise qui peut être onéreuse, hein, de 3 à 5 000 euros pour vous donner une ordre de grandeur. Quand vous avez une protection juridique, et maintenant toutes les assurances le proposent, et c'est très peu cher par rapport aux résultats, ben déjà les frais d'expertise sont payés. Donc déjà, dans un dossier qui est un peu pointu, où il y a un aspect technique des choses, ça passe forcément par une expertise judiciaire. L'expert, comme c'est quelqu'un de compétent, qui est docteur en chimie, etc., bon, il se fait payer, bien sûr, ben c'est son travail, ou un vétérinaire, c'est son travail, il se fera payer, et c'est légitime, mais ça coûte cher. Mais là, l'assurance de protection juridique paye les frais d'expertise, ce qui est déjà une aide sérieuse quand on fait le budget d'une affaire. Ça, c'est une évidence. Hein. Vous avez raison de le souligner. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup d'avocats spécialisés comme vous Alors, on est assez peu nombreux. Nous sommes tous adhérents de l'Association française de droit rural. Voilà. Donc je dis 2 mots qui a un grand intérêt parce qu'elle est transversale. Il y a des juristes agricoles qui y sont, il y a des experts fonciers agricoles. Voilà, on n'a pas voulu la fermer aux avocats. Donc il y a d'autres professionnels de l'agriculture qui y viennent. Donc il y a une revue qui fait des analyses de jurisprudence, etc. Donc je profite de votre expertise ici présente pour vous
pour faire état, et peut-être que ça peut faire avancer les choses dans l'esprit de tous les participants. Nous avons donc à l'heure actuelle, pour vous donner un exemple, 15 dossiers en cours pour les abattoirs qui abattent halal sur un point très particulier. Parce que je pense, moi j'ai la faiblesse de croire dans le droit, et notamment lorsqu'on reste strictement dans le domaine du droit, sans aborder les problèmes philosophicaux, politiques, etc. L'abattage halal est régi par une dérogation. Cette dérogation, quand on regarde donc les textes, est soumise à tout un cahier des charges, donc qui est du pipeau, donc sur lequel il est très difficile d'avoir des preuves de l'application de ce cahier des charges, mais il y a un point qui par contre est parfaitement contrôlable. C'est l'existence d'un registre des commandes spécifiques. C'est-à-dire qu'un abattoir qui abat en halal ne doit abattre en halal que des animaux qui ont été commandés, pour lesquels il y a une commande spécifique en halal. Donc c'est le point que nous avons choisi pour attaquer. C'est le point que nous avons choisi pour attaquer. Sur ce, nous sommes donc dans une guérilla où on nous dit « mais ce registre des commandes est un registre commercial et qui n'est pas public, qui n'est pas publiable, etc. » Ce à quoi on a répondu, on est toujours dans les échanges, évidemment, de mémoire. Nous avons un avocat évidemment, pour ce genre de choses. On s'est donné les moyens, justement, par mutualisation, puisqu'on fait appel à la générosité de nos sympathisants pour les moyens financiers. Et donc, pour l'instant, on nous refuse la communication au prétexte que c'est un document commercial non commercialisable, alors que nous ne sommes pas des concurrents commerciaux, bien entendu. Donc ça, c'est de l'argutie, évidemment, juridique, mais qui, au bout d'un moment, va arriver en jugement, puisqu'on est toujours dans l'échange des arguments, avant que la clôture des échanges soit prononcée. On a eu, d'ailleurs, de façon très curieuse, et là on retombe évidemment sur la remarque de notre ami tout à l'heure sur la justice. L'ordonnance de clôture avait été prononcée, et puis il y a eu une intervention pour réouvrir cette ordonnance de clôture pour l'abattoir de Meaux. L'abattoir de Meaux, nous avons un argument massu, à savoir qu'il y a une vidéo qui a été tournée en caméra cachée, lors d'une émission La viande dans tous ses états, où le préposé de l'abattoir disait que tout était abattu en halal. Et d'ailleurs, tout à l'heure, en discutant avec un de nos amis dans la salle, qui m'a dit qu'il pourrait peut-être obtenir cette pièce, de la part d'un boucher qui avait reçu une directive de l'abattoir de Meaux lui disant qu'à partir de telle date, tout serait halal. Donc si j'espère bien pouvoir mettre la main sur cette pièce écrite qui serait une preuve de plus. Donc on en est là. Donc c'est une guérilla. Ça dure beaucoup de temps. Et à partir du moment, moi je pars du principe qu'en multipliant les procédures, je ne sais pas ce que vous en pensez, il va bien y avoir un tribunal qui va nous donner raison. Et à partir de là, on aura donc une jurisprudence. Et à partir de là, on pourra dérouler, évidemment, tout le reste de notre argumentation. Voilà, donc c'est simplement un témoignage pour dire que malgré tout, même si les voies de droit sont arides, c'est d'une grande aridité, ça demande un suivi absolument extraordinaire. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas exclure, même si la justice est ce qu'elle est humaine, vous l'avez dit, et je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut utiliser. Voilà, c'est simplement un témoignage sur une partie de nos actions judiciaires. Je pense que c'est un dossier hyper intéressant et qui a des enjeux immenses pour notre société. Et j'ose croire, parce que quand on est chrétien, on vit d'espérance, sans quoi, si tout est foutu, c'est pas la peine. Et j'ose croire que vous ayez des juges qui auront l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que le dossier halal n'est pas bon. Moi, vous m'avez convaincu, leur dossier n'est pas bon.
ça ne pourra pas durer. Normalement, tout ce qu'ils font est totalement contraire à tous nos principes. Et on admet aujourd'hui qu'il se passe quelque chose qui est contraire à tous nos principes. C'est un non-sens. Alors on voit bien que c'est politique derrière, malheureusement, c'est un non-sens. Mais j'ose espérer que dans votre combat judiciaire, vous tomberez sur des juges qui auront la rigueur et l'honnêteté intellectuelle de dire « le dossier n'est pas bon, on ferme ». Terminé. Bon, ça y est, ça va aller jusqu'au bout, ça va être le Conseil d'État, c'est une jurisprudence dont on va parler, ça va faire du bruit votre affaire. Oui. On est toujours à première instance. Première instance, oui, bien sûr. Et alors, malheureusement, la procédure administrative est très longue. Mais normalement, les dossiers sont aussi étudiés avec pas mal de soins. C'est un peu l'envers de la médaille. On ne peut pas dire à la justice d'être rapide, parce que vite et bien, c'est difficile. Plus on va aller, malheureusement, et plus on va aller vers une prolifération des normes au niveau sanitaire, et là tout azimut. Si bien que, et c'est un fait historique, moi quand j'ai commencé à connaître des agriculteurs, et quand j'écoutais, je me plaisais à les entendre, il y avait de père à fils un savoir-faire qui se transmettait sur les bonnes pratiques culturelles, même une petite, un petit truc qu'on a dans la famille, mais non, là, il faut pas labourer une deuxième fois, là. Quand c'est comme ça, tu passes du léger. Tu vas doucement, tu prends le plus petit tracteur, tu passes une herse, et tu fais un travail, tu fais du gazon anglais, là, tu fais pas du blé ni du maïs, tu fais du gazon anglais. Ah, bon, d'accord. Voilà, tout ça, c'est un peu fini, malheureusement, parce qu'il y a des normes partout. Bon. Voilà un peu, ça c'est un constat, c'est pas la peine que je m'étende trop dessus, parce que j'ai quand même quelque chose de positif à vous livrer. Moi, ce que je vois en pratique avec tous les gens que je rencontre, c'est que la bio et l'éco-responsable sont vraiment en train de faire florès. Il se trouve que moi, je suis un peu dans le domaine de la bio, et ce sont des gens qui font 10 à 20% de croissance tous les ans. Bon. Et pareil pour l'éco-responsable. Ce qui veut dire que, et ce que je dois vous dire, c'est que leur hantise face à cet engouement sur la bio, c'est de ne plus avoir de produits. C'est de ne pas avoir assez de marchandises, de production agricole, pour pouvoir vendre, tellement l'attente de nos concitoyens est importante. J'y vois là une lueur réelle d'espoir. Ça veut dire que les gens, la malbouffe, disent non. Combien de fois on entend, c'est pas parce que je vois tous les gens du même milieu. Attention, moi je vois tout le monde. Je suis comme un médecin généraliste. Les femmes voilées, j'en ai eu dans mon cabinet, j'en ai divorcé, etc. Je vois tout type de gens. Et bien, combien de gens qui disent, mais moi je n'irai jamais au McDo, ni au Quick. Heureusement d'ailleurs, heureusement. Bon. J'espère que personne n'a pas de... Bon, ça veut dire que chez les Français, il y a une prise de conscience, et c'est quand même rassurant sur l'état de notre peuple français, que l'on aime, c'est qu'il y a quelque chose qui démarre, et que les gens en ont marre. On marre de la malbouffe. Bon. Ce qui veut dire que, face à une agriculture hyper productiviste, face à une agriculture dont les schémas ont été dictés par l'industrie agroalimentaire. Je pense, on a vu ça, je te regarde Dominique, on a vu ça dans notre département de la Drôme, où ils ont fait des usines à eux, des ateliers à 40 000, 50 000 pondeuses. Mais quelle folie, mais quelle folie! Des gens qui payaient des échéances au Crédit Agricole, mais monumentales. Mais c'est un divorce, c'est un suicide programmé, ça. Et tout ça pourquoi? Parce que c'était l'industrie agroalimentaire qui dictait à des agriculteurs qui malheureusement tombaient, passez-moi l'expression, dans le panneau, à investir, à s'engager là-dedans. Donc ça, c'est l'hyperproductivisme dicté par l'industrie agroalimentaire. Mais heureusement, je ne sais pas s'ils s'en rendaient compte, l'équilibre repart par autre chose,
les gens, ben, ils ne fonctionnent plus comme ça. Ils veulent acheter du bio. Je vois que les magasins fermiers, moi, j'ai été une ou deux fois consulté sur des projets qui marchent bien. Les gens sont contents, les gens ont du lien social, les gens ont le sentiment d'acheter de la bonne chose. Ils y reviennent parce qu'ils font la différence. Donc je pense que j'ose porter à mon petit niveau un peu de lueur d'espérance grâce à la bio. Bon, la bio c'est très spécial, ça obéit à un cahier des charges très rigoureux. Et il y a en dessous de la bio, mais avec un esprit qui converge, l'éco-responsable. C'est-à-dire qu'on essaie d'être respectueux de l'environnement. Bien sûr, on dose au minimum les produits. On fait un passage alors qu'on en faisait 2 ou 3 en tracteur, etc. Vous voyez, un catalogue de bonnes pratiques qui font qu'on produit autrement. Et moi je vois, alors là encore c'est le praticien, moi je vois que chez mes clients agriculteurs, ceux que je vois plus fréquemment, eh bien, qui sont des gens qui, à mon avis, raisonnent, ils sont acquis à ces idées-là. Parce qu'ils ont compris tout de suite que de toute façon, si on mettait toujours des pesticides, des engrais, etc., on allait nulle part. Et que la nature, vous le ferez sentir, il y aurait quelque chose qui se ferait. Donc ces gens-là, dans leur métier... Voilà. Quand ça ne tue pas l'agriculteur. Oui. Et en plus, oui, ça empoisonne, ça peut l'empoisonner. Vous avez tout à fait raison, madame, de le souligner. Il y a des cancers, des gens qui ont été terriblement atteints parce qu'à force d'être en proie avec des produits de ce type-là. Oui, il y a une question. Simplement, moi, le terme bio me gêne un petit peu, dans la mesure où il est restrictif. Et où il a été capté par finalement le système. Donc, et pourtant, je crois profondément que la nature, que la vie a des possibilités absolument extraordinaires et qu'on est loin d'avoir exploité tout ce qu'on pouvait faire à propos de la vie. C'est-à-dire que quand on aura justement utilisé ces vertus de la vie, de ce qui est vie, de la création, puisque nous sommes donc des croyants, donc c'est la création, c'est absolument extraordinaire. Et pour moi, c'est pas du bio, c'est justement la nature, la bonne nature, et qui n'est pas du tout contradictoire avec la productivité, puisqu'au contraire, je pense que si on utilisait toutes les vertus de la vie, on aurait une productivité qui serait 100 fois plus élevée que par l'agrochimie. 100 fois plus élevée. Je donne une petite expérience que je suis en train de tenter pour la première année. J'ai ma première plate-bande en permaculture cette année. Je n'ai jamais eu des plantes aussi belles et aussi saines que cette année. Donc voilà, la permaculture, c'est un des points. Mais est-ce qu'on peut appeler ça du bio? Je n'en sais rien. Moi, je m'en fiche. Ce que je sais, c'est que c'est naturel. Voilà. Complètement d'accord. D'ailleurs, moi qui élève un petit peu de bétail, souvent on me dit mais alors qu'est-ce que mangent vos bêtes? De l'herbe et du foin l'hiver, et elles boivent de l'eau. Ah mais alors c'est du bio. Vous êtes donc écolo? Non, je suis pas écolo, je suis catho. Bravo, on ne peut pas dire. Ah oui, il y en a plein qui font. Oui, comme ça, tout à fait. Ma question porte sur le bio. Est-ce que le bio est du bio? Est-ce qu'ils ne sont pas obligés, comme tout le monde, de prendre les semences OGM de Monsanto? Alors, ça m'intéresse parce que je vais donner comme exemple un pays que je connais un petit peu parce que j'ai des relations. La Russie a carrément interdit les OGM. La Russie, depuis février, vient d'interdire les maïs transgéniques et le soja. La Russie est devenue le premier pays bio véritablement. Est-ce qu'en France, notre législation nous permet d'être bio? Je n'ai absolument pas la prétention de tout savoir. Mais a priori, ce que je puis le voir dans mon quotidien d'avocat, c'est que c'est quand même sérieusement suivi. Alors si vous voulez, je connais un peu le bio parce que mon cabinet suit depuis assez longtemps
l'une des plus grosses sociétés de diffusion de produits bio de France. Donc je suis un peu placé, et son PDG, président de l'agence bio, il est vraiment bien. Enfin, c'est la personne qui connaît le bio, qui a beaucoup fait pour le bio. A priori, c'est bien suivi au niveau des règles. Et puis, je fais confiance aussi. Moi, je pense que les agriculteurs qui se lancent là-dedans, y croient. Et pour eux, j'entendais le terme de vocation ce matin, ça me parlait bien, c'est ça. Eux, ils ont la vocation de bien produire, de produire selon quelque chose qui correspond à leurs idées, en disant, bon, c'est le cycle naturel, c'est le cycle végétal, c'est pas attention, hein, on n'est pas des idiots, c'est pas une reprise en arrière, on produit autrement. Et on n'arrête pas d'innover, d'essayer de trouver de nouvelles méthodes pour améliorer les choses. Donc je pense qu'on peut quand même y croire. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas comme partout des gens qui passent un peu au travers, mais je pense qu'on peut quand même croire à la bio en France. Alors c'est pas un sujet très agréable, parce que la difficulté, c'est la souffrance, hein. Mais j'avais quand même quelques points à partager avec vous pour essayer de donner quelques pistes de réflexion. Alors, je vais commencer par un petit exemple qui est un vécu de cabinet. Un matin, on m'appelle, c'était quelqu'un du centre de gestion agricole du Gard, qui m'explique, Maître Martel, on a un dossier là compliqué, ces gens-là sont en grande difficulté, ils sont assignés en redressement judiciaire par la mutualité sociale agricole, est-ce que vous accepteriez de vous occuper? On a eu vos coordonnées par nanana. Bon. Alors là, moi je suis un grand cœur, ah oui, bien sûr qu'ils viennent, on fera un effort sur les honoraires, pas de problème. Bon. J'ai 6 enfants à nourrir. Hein. Bon. Enfin, si ma femme m'entendait... Ouais, vous ne direz rien, voilà, c'est gentil, merci, je vous fais confiance. Hein. Bon, je reçois ces gens et j'écoute leur histoire. Alors, leur histoire était très belle au départ. C'est des gens du sud de l'Ardèche qui faisaient des fruits. Alors, ils m'expliquent, vous comprenez, on faisait toutes sortes de fruits. Donc, pommes, pêches, nectarines, abricots, poires. Et on avait un verger qui démarrait le plus tôt possible pour finir le plus tard possible. Alors, je dis, mais c'est super, c'est exactement le mieux qu'il faut faire. Et puis ils me disent, et rien de plus, on vendait aux épiciers du coin. Donc pas de marge volée par quelqu'un d'autre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Mais le problème, c'est qu'on produit trop et que la moitié de notre production va à un expéditeur. Ah, oui, j'ai tout compris. L'expéditeur, c'est lui qui gagne de l'argent et vous en perdez. Et donc on a fini par se comprendre que ce qui gagnait d'un côté, à force de travail, et ceux qui ont connu un peu l'arboriculture savent que c'est quand même pas rien, ce qui gagnait d'un côté était perdu de l'autre. Bon, ils travaillaient avec leurs enfants, l'arboriculture c'est un domaine où c'est un travail de la main, ils avaient des salariés, donc des charges importantes, des charges sociales, etc. Bon, ils continuent dans leur histoire, et ils me disent, oui, on a eu des mauvaises années, ça on le sait très bien, l'arboriculture, vous pouvez faire, c'est vraiment quelque chose qui, typiquement dans le scie, vous pouvez faire des années mirifiques, et par exemple des années de gel, de mévente, etc., faire des années épouvantables, où vous avez perdu l'année qui suit tout ce que vous avez gagné l'année précédente. Bon. Et puis ils continuent à raconter leur histoire, où on a vendu des terrains pour éponger les dettes. Bon. Et beaucoup, ah ben oui, on a vendu plusieurs hectares, on a arraché, etc. Oui, et vos dettes à la MSA, c'est combien? 250 000 €? Hein? Ça commence à faire un peu de sous. Bon, de fil en aiguille, je me dis, oh là, mais c'est pas possible, il y a eu une catastrophe qui s'est amorcée doucement, et on en arrive évidemment à un point de non-retour, parce que la MSA, elle a été patiente, il y a eu des plans d'étalement, vous savez peut-être tous comment elle fonctionne, il y a eu des plans d'étalement. Alors, au début, on paye les premières échéances, puis on n'y arrive plus les autres, et puis on fait quand même qu'une culture par an. Donc comment on fait? Bon. Bref, la Bérésina. Hein. La Bérésina, je leur ai dit, écoutez, au point où vous en êtes, heureusement qu'il va y avoir un redressement judiciaire. Parce que d'abord, arrêtez de dilapider le patrimoine de la famille pour éponger vos dettes,
c'est pas comme ça qu'on y arrive, à mon avis. Et puis, écoutez, il va falloir bien travailler sur votre plan de redressement, remettre les choses à plat et essayer de rebondir. Bon. Voilà un peu le tableau. C'est clair pour vous? Bon. Après, les avocats, ils aiment bien la psychologie. Peut-être vous surprendre, hein. Mais quand on fait du divorce et de la séparation, on est bien forcé de faire un peu de psychologie. Je me suis rendu compte, ces gens-là travaillaient avec leurs enfants. C'était une exploitation familiale. Ils ont eu dans leur histoire, c'était des gens qui avaient été au sommet dans leur secteur. C'était la famille, un tel, qui étaient les arboriculteurs, etc. Ils avaient associé leurs enfants. Et c'est des gens, et là c'est très important, qui ont vécu terriblement comme une honte d'avoir des problèmes d'argent. Et qui se sont dit, surtout, on ne va pas perdre la face, et on va pas, il faut que personne sache qu'on a des soucis d'argent, qu'on n'y arrive pas, donc on continue à produire, on continue donc à perdre de l'argent, et pour éponger les dettes, on vend, ils n'étaient pas loin de village, il y avait des terrains à bâtir, ils ont vendu au terrain à bâtir. Bon. Donc vous voyez, deux choses, si on essaie d'y voir clair dans la situation. D'abord, ils ont laissé perdurer une situation difficile qui ne s'est pas arrangée. Et puis, ils se sont envoûtés les uns les autres dans ce climat de honte, parents et enfants. Personne n'a eu le courage de dire « stop, bon, on arrête de jouer ». Et heureusement que la MSA les a assignés en redressement judiciaire pour mettre fin au jeu. Hein, c'est fini, là. C'est fini de jouer, les dernières balles sont passées. Bon. Outre l'aspect quasiment caricatural, parce que je dois dire, arriver à un tel point, je n'aurais jamais pensé y arriver. Parfois, quand on est avocat, les situations qui sont tellement extrêmes qu'on se demande si c'est vrai. Bon. Alors, outre cet aspect un peu dramatique, un peu caricatural, il faut en tirer quelques lignes de réflexion. Alors, la première, c'est que quand on sent qu'il y a des difficultés, il faut savoir les voir, et très vite. Je prends une image basique. Quand le feu se déclare, hein, vous savez très bien qu'il faut tout de suite agir pour l'éteindre, pour pas qu'il se propage. C'est pareil en matière financière. Souvent, et c'est ce qu'on peut reprocher à un chef d'entreprise, il est optimiste, tant mieux, heureusement, autrement, s'il ne croyait pas, il ne le ferait pas. Il est toujours optimiste, il pense toujours qu'il va s'en sortir. Non, quand il y a des signes avant-coureurs, il faut réagir, et réagir très vite. Réagir très vite, c'est quoi? C'est de faire un diagnostic, il faut avoir une approche quasi médicale, un peu comme quand on va vous diagnostiquer un cancer. Excusez-moi de cette image pathologique. Il faut faire un diagnostic, savoir exactement où ce que vous en êtes, et définir rapidement les remèdes. Si vous ne faites pas ça, vous risquez d'abord d'être dans le déni, de laisser pourrir la situation, et de vous arriver un jour à un point de non-retour. Donc il faut réagir vite. Il y a des comptables, il y a des conseillers, il y a des gens dans ce métier. Dès que pointent les premières difficultés, il faut mettre les choses à plat. Et je le dis avec d'autant plus de conviction que c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que si on en est là, c'est un peu la faute à pas de chance, c'est un peu la faute parce qu'on a peut-être commis des erreurs, et qu'on sait soi-même, qu'on n'aime pas reconnaître soi-même qu'on a fait des erreurs. Or, gérer une entreprise, c'est l'objectivité. L'argent, c'est aussi simple que 2 et 2 font 4. Hein. Il y a des plus et des moins, il y a des charges et des produits. Soit ça passe, soit ça passe pas. Soit on a de l'argent, soit on n'en a pas. Ça, c'est mathématique. Donc il faut avoir, autant que faire se peut, une image très froide des choses, mettre de côté tout ce qu'on peut avoir comme sentiment, comme regret, etc. Non, il faut avoir un œil clair en disant, bon, je me suis peut-être planté, j'admets, et maintenant je mets les choses à plat, je me fais entourer par des gens compétents, et je mets en place un plan de sauvetage. Hein. Voilà. Quand ça prend l'eau partout, il faut mettre toutes les pompes en service. Voilà. Alors, ça c'est un petit point, parce que l'économie, vous savez, c'est terrible, hein, et quand c'est trop tard, c'est trop tard. Bon. Alors maintenant, outre l'aspect diagnostic, il ne faut pas écouter son banquier. Qui c'est qui écoute son banquier là? Non, là, quand on est en difficulté, il ne faut pas écouter son banquier. S'il y a bien quelqu'un qui vous donnera que des mauvais conseils en difficulté, c'est son banquier. Parce que, de toute façon, s'il vous coupe les vivres, c'est foutu.
2, si vous faites un prêt pour rattraper la situation financière, c'est pire que tout. C'est un emplâtre sur une jambe de bois. On est clair? Parfois, j'aime bien mettre le pied dans le plat, mais vous avez été peut-être aperçu. Voilà. Quand on plaide, des fois, on met un peu de cœur dans son propos. C'est pareil. Bon. Donc le banquier, 0. Hein, parce que lui, il s'en fiche, lui. Lui, il est là pour son pognon, celui de la banque. Hein. On a besoin de banquier, d'accord, mais il ne faut pas l'écouter. C'est pas lui qui aura le signe objectif. Et souvent, c'est malheureusement la première bêtise que font les gens. Ah, le problème financier, je ne vais pas y arriver, qu'est-ce qu'on fait? Bah, écoutez, je vous, monsieur Dupont, je vais vous faire un petit prêt au lait, machin, etc. Oh, ça vous coûte 15%, c'est pas grave, mais bon, ça va vous arranger. Non, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Voilà. Bon. Malheureusement, si on n'a pas vu les choses, si on est dans le pétrin total, bon, il faut, là encore, essayer de prendre les choses avec la sagesse du chrétien. Le redressement judiciaire, c'est peut-être la honte, ça, je le comprends, hein. Croyez bien qu'au plan humain, je sais très bien que c'est un mauvais moment à passer. Pour avoir accompagné des clients, je le sais très bien. Mais c'est une législation qui est faite, qui est conçue pour la survie de l'entreprise. Les Américains appellent ça la sauvegarde. Ils n'appellent pas ça le redressement judiciaire, ils appellent ça la sauvegarde. Les gens se mettent en sauvegarde, ils se mettent en protection. Mais les Américains, vous voyez, ils communiquent mieux que nous. Hein. Nous, le redressement judiciaire, vous dites, je suis un redressement judiciaire, les gens pensent que vous êtes pestiféré. Alors, bon, pas du tout. Pas du tout. Et il existe des règles propres à la législation agricole où vous avez 15 ans de plan de redressement. Et ça, bon, la loi est ce qu'elle est, mais quand même, 15 ans, quand on connaît l'agriculture, ça laisse le temps suffisant pour arriver à redresser une exploitation agricole. Quand un plan de continuation est bien fait, vous pouvez avoir 2-3 ans de gel de dette, vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on peut, si c'est bien conçu, vous laisser vraiment le temps de repartir. Hein, de repartir, et puis petit à petit, on fait des plans progressifs en disant, bon, voilà. Normalement, une entreprise qui est bien accompagnée dans son plan de continuation devrait permettre, s'il n'y a pas d'accident, de se replacer. Alors là encore, des conditions liées à la pratique. Moi, à mon avis, hein, on ne peut pas d'abord travailler efficacement sur un plan de redressement sans qu'il n'y ait pas une vision agronomique technique. D'abord, une entreprise agricole, c'est une production. C'est-à-dire qu'il y a des moyens, il y a des terres, etc. et ça produit. Il faut d'abord analyser si dans le cycle de production, il n'y a pas des solutions nettement améliorantes à faire. Ou bien, par exemple, abandonner certaines choses et ne faire que d'autres plus actives. Parce que l'agriculteur, moi je le connais, il a toujours tendance à faire. Il ne sait pas forcément s'il gagne de l'argent. Il fait. Voilà. Il a 40 hectares. Peut-être que dans certains cas, il faudrait mieux qu'il abandonne 5 hectares sur lesquels il perd de l'argent pour ne cultiver que 35. Ou de revoir complètement sa copie. Donc d'abord, avoir une analyse avec un agronome, un ingénieur agricole, pour essayer de voir si, à plat, la machine agricole fonctionne bien. Après, il faut avoir de bons conseillers comptables et faire plutôt plusieurs scénarios. Plusieurs scénarios pour essayer de voir comment on fait. Et là encore, autre écueil, soyons pas trop optimistes, parce que l'agriculteur est toujours trop optimiste. Ça, dans les prévisionnels agricoles que j'ai vus dans mes dossiers, c'était toujours le rêve. Alors on voit la vie en rose quand on est agriculteur. On va produire toujours le maximum, les prix de revient seront toujours le minimum, le gazole sera toujours à 30 centimes le litre. Ah, c'est nickel, hein. Vraiment, mais ils rêvent leur vie. Attention, l'économie, c'est pas rêver sa vie, c'est justement y voir clair. Donc, quand vous faites un prévisionnel, faites-le le plus pessimiste possible. Faites-le dans le cas où vous ne voudriez pas vivre. C'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner en disant c'est vraiment le minimum. Voilà. Mais le bon sens paysan, il faut le retrouver. Hein, parce qu'une fois ça paye, une fois ça ne paye pas. Hein, voilà. Voilà, donc c'est pas au-delà de l'humain. Et là encore, croyez-le bien, je prends bien en compte l'aspect humain. Quand on me dit qu'il y a des suicides en agriculture, moi je dis attention, il faut faire quelque chose. Il faut que les gens puissent parler et être accompagnés par des gens de qualité, c'est important. Donc, au-delà de l'humain, il y a des solutions. Et l'exploitation agricole, lorsqu'elle le veut,
lorsque l'exploitant sort de sa désespérance pour vivre dans l'espérance, il a les moyens de s'en sortir. Voilà sur ce sujet. Est-ce que vous voulez réagir sur ce point de la difficulté agricole? Je suis désolé. On ne vous a pas laissé assez parler à la première conférence. Donc... Oui, j'étais frustré tout à l'heure, je n'ai pas pu aller vraiment jusqu'au bout. Non, mais c'est... Alors, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez exposé, avec un gros bémol. Avec un gros bémol, parce que là, vous êtes dans la gestion d'un système actuel que, personnellement, je conteste, bien entendu. Parce que par l'analyse que j'ai pu faire, les observations que j'ai pu faire de ma vie pratique au contact des agriculteurs, je pense qu'il y a beaucoup de parasites qui vivent sur le dos des agriculteurs. Alors, déjà, bon, ça c'est... Alors, je pense aux SAFER, je pense au CDOA. J'ai appris, dernièrement, j'étais à Béziers dimanche dernier, et la table ronde d'agriculture, j'ai appris comment fonctionnaient les CDOA, les comités départementaux d'orientation agricole, qui se réunissent chez le préfet, etc. Et le représentant de la FNSEA, que j'ai copieusement d'ailleurs mis en cause dans cette réunion, me disait oui, mais on y est, mais on n'est pas en majorité, et voilà, donc c'est offrant les fonctionnaires et sans les fonctionnaires. Mais j'ai dit, arrêtez d'y aller, parce que vous cautionnez ces choses-là. Les SAFER, c'est pareil, et bon, après, je ne parle pas d'organismes comme l'ONIBEV, enfin les Interbev, Onidé, Unigrain, etc. Alors vous disiez tout à l'heure, il faut confier ça à tous ces conseillers qui sont là pour conseiller les agriculteurs. Moi, je me pose quand même, ça fait un moment que je me pose des questions à leur sujet. Donc c'est très juste. Je pense que vous avez fait une très bonne analyse. Et dans l'état du système actuel, vous faites un travail d'utilité, enfin, en faisant ce que vous avez exposé, permet de sauver des exploitations. Mais je pense que, et ça sera sans doute, je pense, d'après les organisateurs, la dernière étape de notre rencontre aujourd'hui, de dégager aussi quelques propositions, quelques solutions pour en sortir. Notamment, alors, là, vous avez parlé de la MSA. La MSA, j'ai étudié particulièrement le problème des cotisations sociales des indépendants. J'ai même fait partie pendant 10 ans d'un syndicat où nous faisions grève de paiement des cotisations de sécurité sociale, et il y avait des agriculteurs et la MSA. Et je me souviens donc de réflexions, notamment d'un directeur de la MSA du Lot-et-Garonne, qui a dit à l'un de nos adhérents, écoutez, vous avez raison sur le fond, mais moi, comment je vais faire manger tous les gens qui sont sous mes ordres? C'est-à-dire que, et c'est un exemple de plus, s'il en était besoin, de ce qu'on appelle l'effet structure. C'est-à-dire qu'il y a des structures qui se créent dans le but de gérer un problème, et au départ, elles sont quelquefois tout à fait bien, et après, elles prospèrent pour elles-mêmes. Ils en vivent. Donc tout ça, je pense que on doit l'intégrer dans notre réflexion. Je parlais là justement pendant le repas, avec l'un des participants, sur le problème de la fiscalité agricole. Là aussi, il faudrait une fiscalité qui soit adaptée aux variations de production, puisque une très bonne année, vous allez faire une grosse production et avoir une fiscalité qui va être excessive, enfin en tout cas, et puis après, avec l'histoire des provisions, l'année d'après, vous avez fait une mauvaise année, mais vous avez payé sur l'année d'avant, etc. Il faudrait arriver donc à une fiscalité qui réalise un espèce d'écrêtement, évidemment, de tout ça. Et puis supprimer tous ces... de l'air, qui disait ça, supprimer tous ces organismes parasites, parce que il y a plus de personnes, je suis persuadé qu'il y a plus de personnes qui gèrent l'agriculture que d'agriculteurs dans le pays. Donc voilà, largement, et qui vivent bien. Voilà, donc moi c'est ce problème-là qui m'obsède. Voilà, c'est ce que je voulais dire comme témoignage. J'ai un petit témoignage personnel.
Moi, avant d'être avocat, j'étais juriste agricole et j'ai pu bénéficier d'une passerelle. À l'époque, il y avait une fenêtre de tir, on pouvait bénéficier d'une passerelle pour rentrer dans l'avocature. Donc j'ai commencé comme juriste agricole. Et mon deuxième poste, j'étais juriste à la Chambre d'agriculture de l'Allier. Alors on rencontre des gens, alors tout content, moi d'annoncer que j'étais juriste en agriculture, un éleveur de moutons de l'Allier, tout content de dire que j'étais juriste agricole dans l'Allier. Il me dit il y a de plus en plus de gens qui s'occupent de l'agriculture, il y a de moins en moins d'agriculteurs. Commencez par un froid. Mais vous voyez que ça ne m'a pas ôté la foi de m'occuper des agriculteurs Voilà. Bon. Alors c'est vrai que, oui, bon, pour ça j'en suis bien conscient. Cela étant, les choses évoluent. Je sais notamment qu'il y a tout un réseau d'experts comptables qui sont eux des gens indépendants, c'est-à-dire comme moi, qui vivent de la confiance que l'on a, c'est-à-dire dans une vraie relation entre un client et son agriculteur, qui vivent dans la confiance et qui essayent, qui aiment forcément l'agriculture, autrement ils ne feraient pas ça, et qui essayent de faire ce qu'il faut pour aider leurs clients. Ça, c'est assez nouveau. C'est assez nouveau et je le vois dans mon quotidien. Hein. Parce que c'est vrai que l'effet structure, c'est épouvantable. Nous, dans la Drôme, les coopératives fruitières agricoles ont tué la branche. Il y a la Charca, mais les coopératives agricoles fruitières ont tué la branche. Ce sont devenues des méga structures. Quand vous passez à côté, vous dites, mais c'est une usine de quoi? Non, c'est une coopérative agricole. C'est-à-dire qu'ils ont des bâtiments colossaux, des moyens énormes pour travailler 3 mois de l'année. Hein. Il faut savoir qu'il y a une mode actuellement dans la coopération, c'est que pour survivre, il faut grossir. Oui, oui. Donc, ça, c'est dans les assemblées générales, déjà, c'est sidérant, parce que normalement, c'est les agriculteurs qui dirigent une coopérative. Et aux assemblées générales, c'est qui est contre, qui s'abstient, donc tout le monde a voté. Ça, c'est la manière soviétique qui est rentrée chez nous. Il y a un flingue imaginaire, là. Donc, et si jamais vous levez la main, et du coup, comme ça, vous avez un trou dans votre compte, et on va avaler la petite entreprise qui va bien pour reboucher le trou, puis on avale toujours un peu plus. Et voilà, c'est à la mode chez nous. Et en fait, c'est une fonctionnalisation, ils sont indélogeables, surtout les directeurs. Ça, on le dit tous les jours. Hein. Et puis, quand vous avez une mauvaise année de raisin, vous divisez par 2 le revenu, mais le directeur a toujours la même chose. Et puis comme la coop a grossi, lui, le salaire aussi. Et ça, on vit dans tous les domaines, le lait, le vin. Tout à fait, tout à fait. Alors là, c'est un des problèmes fondamentaux. Tout à fait. Oui, c'est-à-dire que ces organismes vivent pour eux et non plus pour l'agriculture. Alors qu'au départ, l'idée de la coopération agricole, elle était formidable. C'était une superbe aventure. Et vraiment, on doit beaucoup à ces pères fondateurs d'avoir fait ça. Et ils ont vécu, et ça n'a pas été facile, parce qu'ils ont fait ça au début avec de tout petits moyens. Et c'était eux, en fait. Ils n'avaient pas tellement de salariés, ils fédéraient leurs efforts pour arriver à vendre en commun, acheter en commun, faire un travail en commun, etc. Et c'est vrai que ça a été totalement dénaturé, avec des méga structures. Mais là encore, je me permets de le dire, ça arrangeait bien l'administration. Parce qu'au lieu d'avoir une multiplicité d'interlocuteurs et de gérer des centaines de dossiers, ils arrivaient à la coopérative où pour refaire leur contrôle, on leur offrait un beau bureau, ils avaient la clim, le café, nanana, le déjeuner qui va bien. Hein. On leur montait des dossiers nickel, parce qu'on paye des gens chers pour préparer des dossiers nickel. Ah ben c'est très bien. Finalement, l'administration a le miroir de son action avec une coopération agricole totalement asservie à ce qu'elle fait. On est bien d'accord là. Là, on est bien d'accord, je dénonce. C'est pas l'agriculture que j'aime, celle-là. C'est n'importe quoi. Hein, voilà. Et nous, ça a tué. Nous, c'était une richesse de la Drôme et de l'Ardèche. Vous savez, c'est en Ardèche que la pêche est née dans une petite vallée qui s'appelle la vallée de l'Eyrieux. Quand je suis arrivé dans ce pays il y a 30 ans, dans la vallée de l'Eyrieux, au printemps, c'était magnifique. Vous voyez plein de petites fleurs roses de pêcher. C'était magnifique, il fallait s'arrêter. C'est fini, il n'y en a plus, pratiquement plus. Voilà. Donc, comme quoi, c'était une opération suicidaire. Au lieu de faire bien, eh bien, on s'est tué à petit feu. Bon, voilà. C'est pour ça qu'il faut réfléchir ensemble, faire des réunions pour essayer d'éviter de faire de graves erreurs. Alors peut-être que pour vous la solution, je ne sais pas, je ne suis pas de paysan, entre guillemets, ce serait comment vous détacher de cette empreinte administrative. Alors, c'est pas facile.
Alors, Vous êtes peut-être là pour tenter d'y répondre cet après-midi. Autant essayer de répondre aux vraies questions. Voilà. Je pense plutôt donner des pistes de réflexion que des réponses. Les réponses, on ne peut pas toujours les avoir. Si vous voulez, votre remarque permet de faire ma conclusion. Si vous voulez, si vous n'avez pas un certain degré de connaissance de la loi, des textes administratifs notamment, si vous n'avez pas pris un peu de temps pour les lire, les comprendre, les analyser, pour savoir comment ça va marcher pour vous, vous n'êtes pas à armes égales avec l'administration. En revanche, si au lieu d'arriver devant un dossier peut-être un peu délicat vis-à-vis de l'administration, vous êtes bien informé et que vous savez très bien où vous en êtes, peut-être même avoir une petite idée, je suis peut-être un peu loin, des questions qu'on va vous poser, vous êtes beaucoup plus à armes égales avec l'administration. Et face à ces gens qui sont un peu, pardonnez-moi l'expression, un peu dans la toute-puissance, qui ont un peu tendance à dire « moi je sais, j'ai le pouvoir, hein, vous faites un peu ce que je dis ». Bon, non mais s'ils se retrouvent face à un interlocuteur qui a véritablement du répondant, peut-être même, je vais plus loin, un peu de conviction dans ce qu'il dit, qui a du répondant, donc il sait. Non, ben d'accord, effectivement, il ne faut pas... Nanana. Bon. Mais déjà, vous risquez, d'abord en prenant tête, en montrant que vous savez vous expliquer, que les choses se passent pied à pied, vous risquez d'avoir un résultat. Parce qu'au départ, et la relation avec l'administration se fait d'homme à homme. Vous avez un chargé de dossier, quelqu'un qui vous fait un contrôle, qui va vous dire « Monsieur Dupont, non, ça ne va pas. » Là votre système d'évacuation du fumier, par rapport à une nouvelle norme européenne, il ne doit pas être comme ça, il doit être comme ça. Alors vous allez lui expliquer que comme ça marche quand même bien mieux, nanana, nanana. Bon. On est dans le dialogue, on est dans de l'humain, et là encore, dans la sagesse et l'intelligence. Si vous arrivez à argumenter, parce que vous savez, et que vous ne vous résignez pas, etc., vous pouvez arriver à un résultat. Parce que la personne qui fait un contrôle, qui voit que le type ne réagit pas, il va faire son procès verbal de contrôle, il va lui dire dans 15 jours, sauf mesure administrative, je vous ferme, ou je vous avais une amende, c'est terminé, ils sont aussi les clos. S'il voit, entre guillemets, entre nous, excusez-moi d'être un peu grossier, qu'il y a un emmerdeur qui se dessine, parce que c'est comme ça qu'il le vit, lui. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous avez rencontré des gens de l'administration, moi ça m'est arrivé. Bon, c'est quand même un morceau de bravoure, hein. Il y a une ouverture d'esprit comme ça. Hein. Bon. Donc, si il voit que pied à pied vous allez défendre votre morceau, d'abord il va se dire, il va me faire perdre du temps, parce que moi ce soir j'ai le match, ou bien je dois jouer au tennis avec Dupont. Bon, ça peut agir. Donc vous voyez, je rejoins la remarque, je ne vois pas parce que mes lunettes, sans lunettes, je ne vois pas. Voilà. Je pense qu'avec un peu d'intelligence, c'est celui qui est à côté de Dominique, on peut arriver pied à pied à beaucoup de résultats avec l'administration. Donc je dirais intelligence, bien connaître son texte, essayer d'être un peu subtil pour avoir les mêmes arbres qu'eux. Mais là, pour rejoindre le thème de notre réflexion, il faut bien connaître les textes. C'est-à-dire qu'il y a un effort à faire, il faut lire, il faut essayer de comprendre. Si vous ne comprenez pas, il faut se mettre à plusieurs. Et appeler peut-être un juriste pour essayer de connaître les tenants et les aboutissants. Si vous voulez, on touche un peu du doigt ma conclusion, si vous voulez. Je ne sais pas si ça répond à votre question, parce que je n'ai pas de solution toute faite. C'est un petit peu effrayant qui m'effraie, oui. Moi, c'est que je comprends que maintenant le travail d'un agriculteur, c'est de se coltiner l'administration et non plus de faire pousser des légumes. Ça, c'est vrai. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Ça fait longtemps que c'est comme ça. C'est effrayant. Ce que vous voulez, monsieur, c'est justement... Il faudrait couper le cordon, il faudrait retourner à une exploitation vivrière, un petit réseau. Il y aurait une petite proposition, c'est que dans les formations agricoles, moi j'ai fait ma formation à Fribourg en Suisse, parce qu'il y a deux nationalités, là j'avais une formation de droit rural. Je crois que ça n'existe pas en France. Dans l'école d'agriculture, ça n'existe pas. Et je ne sais pas, ma femme a fait un BTS, elle n'a jamais vu une heure de cours là-dessus. Et c'est vrai que c'est un minimum qu'on devrait avoir pour savoir comment appréhender les textes ou avoir une ouverture là-dessus. Ça serait une oui. Alors, en droit rural, c'est inutile parce qu'en fait, le droit rural, c'est quoi? C'est le droit du fermage. Bon, le droit du fermage, c'est une chose. Mais c'est vrai qu'il y a une réalité
il y a une réalité, c'est toute la réglementation sanitaire, d'hygiène, etc., d'agriculture qui est omniprésente et ça ne va pas s'arranger. Hein. Donc si on ne forme pas les jeunes à comprendre, à potasser les textes, à comprendre leur portée, on va avoir des jeunes qui vont toujours être soumis, qui vont avoir du mal à les appréhender. Et c'est quand même bien les jeunes qui font l'avenir du pays. Et vous avez raison, il faudrait qu'ils soient formés. Je ne suis pas certain que dans leur cursus de jeunes agriculteurs, on leur apprend certaines choses, on leur apprend la gestion, etc. Mais je ne suis pas certain qu'on les prépare à comprendre tous ces textes. Je prends un exemple tout simple. Je ne sais pas que les agriculteurs pourraient partager. Moi, je vois les gens. Vous avez les notices techniques quand on est sur des produits dangereux, quand vous êtes sur des produits style pesticides, etc. Dans le bidon, vous avez toute une notice avec dans le concret. Donc il faut absolument comprendre le tenant des aboutissants, ne pas se tromper dans les proportions, autrement c'est fichu. Donc est-ce que les jeunes gens sont suffisamment préparés à ça? Moi je m'interroge. Hein. Deux choses. D'une part, qu'il y ait une information qui soit apportée, mais surtout que les adultes qui forment les jeunes leur fassent comprendre l'intérêt de la chose. Je n'ai, moi, aucune relation avec le domaine agricole, mais en revanche, j'ai mon fils qui est en ce moment en BTS, qui a quelque chose qui ressemble plus ou moins à des cours de juridiction, et qu'on lui présente d'une manière telle qu'il me dit « mais si je pouvais me débarrasser de ces cours-là, ce serait le rêve ». Il n'en voit absolument pas l'intérêt. Alors qu'il faudrait travailler à partir de quelques cas, peut-être même catastrophiques, les prenant éventuellement par l'émotion, et qui puissent arriver à se rendre compte de l'importance de cet enseignement-là. Oui, il faut une pédagogie du droit, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Vous savez, moi je suis praticien du droit fiscal. Alors, les gens me disent, fou, c'est une matière qu'on n'aime pas. Et pourquoi je l'aime? Parce que j'ai eu beaucoup de chance. Moi j'ai fait mon droit à Toulouse. Et mon professeur de droit fiscal était un type brillantissime. Il arrivait les mains dans les poches, et puis il nous racontait des petites histoires, des anecdotes, et puis il nous disait, voilà, il faut comprendre comme ci, comme ça. Donc du coup, on était là, suspendus à ses paroles, on buvait du petit lait. Et j'ai aimé le droit fiscal. Donc là, pourquoi? Parce qu'il y avait de la pédagogie. C'est sûr qu'on est à la base de la formation des jeunes, mais aussi de nous tous. Si on commence à vous dire que la règle du droit, oh là là, c'est compliqué, et la prendre par le mauvais sens, effectivement, ça ne va pas rentrer, vous n'allez pas avoir envie de l'approfondir. Or, je pense que si vous voulez être armé et continuer et résister, il faut savoir l'approfondir, il faut savoir la lire, la comprendre, et en décliner les conséquences pour vous. Ça c'est important. D'où l'idée qu'il faut ne pas rester seul, savoir se réunir, approfondir, partager là-dessus. Parce que face à une réglementation qui est très omniprésente, si vous êtes passif, et si malheureusement c'est les circonstances qui vont dicter pour vous l'application de la règle de droit, par exemple une fermeture administrative, des choses comme ça, c'est foutu, vous n'avez pas vu passer les choses. Et c'est quand même dommage, parfois, d'avoir soit de très grands frais à faire pour je pense au bâtiment d'élevage, soit à durer. Moi, j'ai un petit partage. J'ai un exploitant éleveur de porc dans l'Ain. Alors, je ne sais pas si ceux qui connaissent le porc connaissent ça. Pour les mers, la réglementation européenne, on est vraiment là dans la technocratie pure, hein. La réglementation européenne a demandé la réorganisation des élevages au niveau des truies mères, c'est-à-dire celles qui sont porteuses. Voilà, porteuses. Hein. Il fallait que ce soit comme ci, comme ça, le reste. Bon. Les exploitants agricoles, ceux qui connaissaient leur métier, disent c'est du grand, n'importe quoi. On pense même que c'est négatif, que le bien que l'on veut faire à ces mères porteuses, ces truies porteuses, n'est pas bon. Alors,
Alors, ce client a un sacré carafon, comme on dit dans mon pays, hein, c'est-à-dire que l'administration, ça lui fait pas peur. Il a pu, en parlant pas à pas avec la personne chargée du dossier, il a pu gagner 2 ans. 2 ans par rapport au délai qu'on lui impartissait. Il ne s'est pas laissé faire, c'est-à-dire que chaque fois qu'on lui avançait un argument, il en avançait un autre. Bon. Alors, évidemment, il est en fin de carrière, il a un peu de bagou, etc. Donc vous voyez, il a pu obtenir, par une force de conviction, des résultats qu'en droit strict, il ne pouvait pas. Alors que tout le monde avait déjà dû faire cette modification dans les bâtiments d'élevage sous peine de fermeture administrative, lui, 1 an plus tard, il ne l'avait pas encore fait. Il avait encore suspendu à lui cette autorisation en disant oui, bah, écoutez, monsieur, effectivement, on comprend et on vous laisse encore un délai d'1 an de plus. Comme quoi, il y a des choses possibles. Hein? Bon, il y est arrivé. Il est arrivé. Pourquoi on ne peut pas y arriver? Donc voilà, c'est vrai qu'il connaissait très bien son sujet et qu'il a fait preuve de conviction. Voilà, je ne vais pas me répéter, c'était un peu le sens de mon propos. Par contre, alors moi je me permets, puisque j'ai le micro, donc j'en profite en allant vers la question, c'est que, en fait, le paysan, son métier, c'est pas le droit. Ouais, c'est ça. Le métier du paysan, c'est d'être en communion entre la terre et le ciel, de faire le mieux qu'il peut avec les saisons, et voilà. Et donc à chacun son métier, en fait. Et donner des cours de droit et d'approfondir ce genre de rayon quand on est paysan, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. En plus, je crois que c'est s'enfoncer dans le problème. Alors qu'au contraire, il faut extraire le paysan de ces contraintes-là, alléger au maximum pour qu'il puisse vraiment faire son métier pour le bien de tout le monde. Vous allez penser que je suis eurosceptique. Et vous avez raison de le penser. Alors, c'est pas grave, hein, je pense que ça existe. Bon, je voudrais dire que, à juste titre, vous demandez aux agriculteurs de faire d'excellents comptes prévisionnels, d'exploitation prévisionnelle. Moi-même, je ne suis pas agriculteur, donc je ne sais pas en ce qui leur concerne, mais j'ai monté une entreprise de produits électroniques après avoir travaillé dans des grandes sociétés aéronautiques. Et c'est impossible à faire maintenant parce que les cours changent, les factures vous tombent alors que vous ne les attendez pas. Vous avez dit très justement, une année je fais des bénéfices et l'année d'après il va falloir que je paye des avances sur des choses que je ne dois pas. J'ai des charges salariales que je ne comprends plus, etc. Et donc, moi je prétends, dans le domaine électronique, hein, je ne parle pas des agriculteurs, je prétends que c'est devenu impossible, quand on est une petite entreprise, de faire un bon compte prévisionnel. Alors ça, c'est mon premier point. Il y a un deuxième point qui est tout de même beaucoup plus positif, puisque je suis chargé par les Russes de monter ce qu'ils appellent un jumelage. Ce n'est pas un vrai jumelage. Je m'en expliquerai. C'est faire du point à point. Ce qu'ils veulent actuellement, dans le village qui cherche des contacts en France, et je suis en train de voir dans le Brionnais pour le faire, ce qu'ils cherchent, c'est à créer du point à point, c'est-à-dire qu'ils veulent faire venir des compétences de France pour leur apprendre à faire du fromage de chèvre. Et quand je dis ça, c'est pas au niveau de la recette du fromage de chèvre qu'on trouve dans n'importe quel livre. Ils veulent comprendre le côté vétérinaire, le côté approvisionnement du lait, le côté logistique, le côté conservation, etc. Et ils m'ont chargé de trouver en France, parce que je suis de la même région que Stéphanie dans le Brionnais, de trouver en France des agriculteurs qui seraient contents de les recevoir, de façon à créer des liens entre cette partie de la Russie et cette partie du Brionnais. Et moi, je dis que dans ces cas-là, on brise complètement l'administration. On s'en fiche complètement. On l'oublie. Le paysan russe vient en France avec Internet, Skype, etc. Ils peuvent se parler. On a des techniques de communication qui sont suffisantes aujourd'hui. Eh bien, maintenant, faisons du point à point, faisons
du personnel et arrêtons de passer par les syndicats d'agriculteurs ou un certain nombre de choses. Voilà. Oui, parce qu'on était en train d'en parler avec monsieur, c'est que en fait, il faut qu'on se structure en réseau, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des gens compétents comme vous en termes de juridique pour défendre évidemment nos causes, mais il faut aussi que nous soyons, comme vous l'avez très bien dit, ce monsieur qui a réussi à tenir, c'est plus par sa détermination que par sa connaissance approfondie des textes. Donc si on est déterminé, si on a les réseaux et les bons conseils, on n'a pas besoin de devenir tous des spécialistes de droit, hein, je crois pas. Non, mais c'est pas possible de toute façon. On peut se faire aider quand même. Non, mais c'est ce que je dis, à chacun son métier. C'est pas possible autrement. Non. Sinon on s'enfonce. Sinon le paysan aujourd'hui, il faut qu'il soit devant son ordinateur à faire ses comptes, ses machins, il faut qu'il apprenne des textes. Enfin, c'est pas possible. À s'organiser. C'est pas un manager. Il faut s'organiser en groupe. Oui, maître. Vous avez parlé tout à l'heure de la ruralité, de la légalité. Les exploitations agricoles, elles ont beaucoup trop de règlements. Pourriez-vous pas, avec vos collègues, arriver à supprimer certains de ces règlements? L'avocat n'a malheureusement aucun pouvoir. Aucun pouvoir. La seule chose que l'on essaie de faire, c'est d'éclairer, quand on nous consulte, d'essayer d'être dans la démarche d'éclairer les clients sur, notamment, dans une vision protectrice. Est-ce que la règle est dangereuse? Est-ce qu'ils prennent beaucoup de risques? Est-ce que c'est du ressort d'une amende? Parce que, vous voyez, vous me faites penser à quelque chose de simple. Vous avez un interdit. Vous avez un interdit. Bon, vous dites, moi je m'en fous. Hein. Je m'en fous, je le fais. Mais quand si vous avez une amende de 100 € ou de 200 €, vous faites payer l'amende, et puis c'est tout. Puis vous passez, vous le savez. Alors ça, c'est bien le propos d'un avocat. Parce que là, pour nous, on n'arrête pas de décliner dans la journée le degré de sanction, etc. Moi, ce qui m'a toujours stressé dans les dossiers, c'est quand il y avait, c'est pour ça que je voulais beaucoup citer dans mon propos, c'est quand les gens étaient les sujets d'un contrôle sanitaire et qu'on leur a dit, soit dans 15 jours vous mettez aux normes, soit vous recevez l'avis préfectoral de préfecture. Et là, l'avocat sait très bien que là, c'est très dur. Là, le client, il est vraiment aux prises de quelque chose de très grave pour lui, et que son exploitation est en jeu. Et même si on fait une procédure pour demander la suspension de l'application de l'arrêté préfectoral de fermeture, on sait très bien qu'il y a toujours la paix de Damoclès. Voilà. Donc c'est aussi cette intelligence, il y a des règles de droit, il y a des normes, il y a des interdits, et des fois, bon, là, tant pis, il faut payer une amende, c'est pas grave, hein, et l'important c'est de continuer, parce que évidemment, et là on en vient au sens sacré des choses, l'important c'est la vie. Hein. Moi, ce qui m'a toujours amusé, c'est les gens qui pensent que la règle c'est la vie. Bon, peut-être, mais il faut d'abord privilégier la vie par rapport à la règle. Si vous n'avez plus de boulot, le jour où en France il n'y aura que des chômeurs, il n'y aura pas de vie. Hein. Parce qu'il n'y a plus de boulot, il n'y a plus de vie. Hein. Et s'il n'y a plus de vie, il n'y aura plus personne pour essayer de vous dire que la règle c'est celle-ci aussi, pas celle-là. Donc voilà, il faut se donner aussi la juste mesure des choses. Je ne sais pas si je répondais à vos questions, mais en tout cas, l'avocat ne peut rien. Hein. Bien sûr. Et ce qui est arrivé à Dominique, est-ce que, face aux administrations de tutelle, aurait pu être évité en agissant autrement? Peut-être en faisant un référé à suspension au tribunal administratif. Mais après, voilà. Après, il y a un aspect très technique qui était difficile, à mon sens. Et alors là, l'avocat que je suis, il écoute d'abord ceux qui savent, pour savoir si, sur un plan technique, la position est jouable ou pas. Hein, c'est ça. Après, l'avocat est dans la démarche intellectuelle de dire je veux être sûr de bien comprendre ce qu'on m'explique. Parce qu'après, quand il faut restituer les choses face à un juge, il comprendra tout de suite si vous avez parfaitement compris ou pas bien compris. Les juges ont l'habitude de ça. Hein. Donc s'il voit que vous avez bien compris les tenants et les aboutissants des faits, et que la règle de droit s'applique plutôt dans un sens que dans un autre, bon, c'est important. Est-ce qu'il y a des réseaux d'avocats qui sont à la fois spécialisés pour les agriculteurs et en même temps un peu dans le même ordre dans cette ordre d'idée? Il y a beaucoup d'avocats ruralistes sont à l'Association française de droit rural, donc qui est un peu notre référence.
voilà, notre référence technique. Il y a une réunion tous les ans. Et ça nous permet, nous, d'avoir d'abord un peu un réseau, hein, et ensuite de savoir que tous les textes en matière de droit rural sont suivis et décryptés par d'autres confrères qui vont le savoir. Parce qu'évidemment, la règle devient de plus en plus complexe, et parfois tellement qu'on se demande même nous-mêmes si on l'a parfaitement compris. Hein. Bien sûr. Hein, c'est pas évident. Et vous faites connaître du monde agricole. Ben, je ne sais pas. Là, justement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que l'avocat communique peu, non? Il faut comprendre que dans notre métier, pendant très longtemps, on n'avait même pas le droit de mettre une plaque au pied de notre cabinet. Donc on n'avait pas le droit de communiquer. Donc la communication chez l'avocat, c'est très récent. Le Conseil national de barreau, qui est notre organisme fédérateur, a libéré les règles en disant que maintenant on peut communiquer, etc. Par exemple, je peux avoir un site où je donne des éléments, etc. Mais avant, c'était interdiction. L'avocat, c'était vraiment le secret. À la limite, les gens venaient dans notre cabinet, il fallait qu'ils se cachent pour rentrer à la porte du cabinet. C'était cette culture du secret qui faisait qu'on ne communiquait pas. Moi, j'ai été élevé par mes aînés dans cette optique-là. On ne communiquait jamais, on ne pouvait pas faire de publicité. La seule chose qu'on pouvait faire, c'est donner sa carte. Voilà. Oui, ça va pas loin. Hein. Ils sont organisés, les avocats. Alors maintenant, les choses ont évolué. Voilà. Mais ça reste très nouveau pour nous. Par spécialité, oui. Merci beaucoup, Maître Martel. Moi, je trouve que vous avez tout à fait répondu à la question qu'on attendait de vous, c'est-à-dire donner quelques points précis sur lesquels on puisse s'appuyer ou qui puissent donner des idées, savoir comment on peut initier un mouvement de résistance à notre portée, même si c'est pas facile, comme disait Stéphanie, d'aller trouver des moyens juridiques. On sait que quelque part c'est possible. C'est déjà important de le savoir, d'en avoir conscience et de pouvoir le dire à ceux qui nous sont proches. Être tout à fait clair par rapport à ce très explicite exposé de Maître Martel, au contraire, je suis complètement convaincu que l'instrument juridique doit être utilisé, ça c'est sûr. Et juridique et même montrer les carences par exemple du système et peut-être même des aspects hors la loi pratiqués par certaines banques également. Donc c'est pas du tout ça que je mets en cause, pas du tout, c'est la méthode. Je pense qu'un agriculteur a assez à faire et que s'il se retrouve seul devant sa machine, devant son ordinateur pour faire ses bilans, ses machins, et en plus s'il doit travailler les textes, je veux dire, c'est impossible en fait. Et donc ce qui est important, et c'est la raison pour laquelle nous organisons cette journée, c'est que l'agriculteur ait la possibilité, parce qu'il a un réseau, de trouver les compétences. Chacun son métier. Parce que c'est comme ça qu'on déstructure une profession. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, que vous soyez médecin, que vous soyez infirmière, que vous soyez ingénieur, on passe tous notre vie devant nos ordinateurs. Bon, le paysan, moins que d'autres, doivent passer cette vie devant les ordinateurs. Donc chacun son métier. Et là, j'encourage évidemment ce que disait tout à l'heure Maître Martel, en nous donnant le nom de cette association spécialisée en droit rural. Eh bien là, voilà, d'accord.